أغيب 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 وذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب أغيب وذو اللطائف لا يغيب لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب لا يخيب وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب ومن لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب. Bonjour, je m'appelle Saïd Elmoumen, je suis artiste marocain, originaire de Marrakech, né en 1977. J'ai commencé mon petit parcours artistique en étant musicien, percussionniste depuis l'enfance. J'ai travaillé avec plusieurs musiciens, même en gagnant ma vie avec ça. De, après, à l'âge de 22 ans, j'ai rencontré la danse contemporaine par le biais de plusieurs ateliers proposés par l'Institut français de Marrakech. Et là, c'était une très belle rencontre, très intime avec l'art chorégraphique et aussi avec un autre regard à la proposition artistique sur la scène. Actuellement, je suis et artiste chorégraphique et concepteur musical et sonore. Donc, ce qui m'arrive de faire mes propositions artistiques tout seul et aussi travailler avec d'autres chorégraphes, principalement Tawfiq et Zidio, en faisant des conceptions sonores, des concepts aussi, des propositions musicales pour ces dernières créations chorégraphiques. 2004, j'ai étudié au Centre chorégraphique de Montpellier, donc j'ai fait la formation Exerce pour le danseur professionnel. Après ceci, je suis retourné à Marrakech pour reprendre là où on a laissé le travail avec la compagnie Anania qui a été créée en 2001. C'est la première grande compagnie de danse contemporaine à Marrakech ou au Maroc où on a entamé tout un travail de développement de la danse contemporaine sur le territoire marrakchi par la direction de Tawfiq aussi. Euh, C'était en 2005, on est retourné et on a eu
l'idée aussi de recommencer le premier festival de danse contemporaine au Maroc, qui en 2005, c'était vraiment la première édition qui ouvrait voilà, un espace pour le danseur contemporain, premièrement marocain, et après il y avait une ouverture vers l'international tout de suite à la deuxième édition. Et aussi, je fais partie un des artistes qui ont contribué à la formation de danse contemporaine gratuite au Maroc, qui a été initiée à Marrakech en partenariat avec l'ambassade française et l'Institut français, et dirigée aussi avec par Tawfiq Residio, et qui nous a ouvert tout un discours pédagogique sur la transmission et sur la formation du danseur contemporain marocain, pas plutôt le danseur contemporain au Maroc. Donc ce sont deux choses différentes selon moi. Et ça nous a ça nous a ouvert plusieurs dialogues. Donc, il y avait le premier parcours pédagogique, c'était vraiment ça, le Al-Murtabar 1. Murtabar, ça veut dire le laboratoire. Après ça, il y a eu la création de Murtabar 2 et 3. Et aujourd'hui, il y a aussi Nafas. Bien sûr, moi, sur ces propositions-là, mes contributions, elles étaient très différentes. Le Murtabar 1, j'étais plus présent, plus présent, vu aussi le travail et les engagements de l'artiste sur le 3 et l'école chorégraphique Nafas, c'est plutôt périodique parce que quand même, en ce moment, je suis plutôt résident en Italie par choix artistique. Donc, j'ai choisi d'aller vivre dans une petite maison à la montagne aussi parce que là, ça me permet aussi de travailler tout seul, de vivre mes petits espaces et mes petites folies d'artiste tout seul. Ici en Italie, je travaille beaucoup avec le réseau de danse contemporaine à Bologne et le réseau de danse contemporaine à Turin. Donc on travaille aussi sur pas mal de propositions liées à la réalité de la danse ici. Les pièces que j'ai faites sont pour moi toujours un point d'arrêt, un point de réflexion et plutôt un point de rencontre entre plusieurs points de vue, aussi entre moi et d'autres artistes, entre moi et des écrivains. Je suis très attentif et je m'intéresse beaucoup à l'écriture et à la littérature en tant que lecteur. Et donc, j'admire beaucoup la rencontre entre mon travail et un auteur, ou un écrivain, ou un sociologue, ou un philosophe. Donc, j'ai pas fait énormément de pièces chorégraphiques. Donc, j'ai fait des tentatives. Certaines, ils ont échoué. D'autres, ils ont pris chemin. Euh, les plus importantes actuellement pour moi sont la pièce Attar, avec laquelle j'ai travaillé avec mon frère Zakaria, sur lequel on questionne la trace de l'éducation religieuse musulmane sur le corps, tout en étant entre moi et lui qu'on a deux visions différentes sur la religion, sur la croyance, que ce soit euh, en pratique, que ce soit en croyance et en foi. Ça a fait ce duo sur lequel on a mis ça en œuvre.
C'était très très intéressant parce que c'était depuis le début jusqu'à la fin, c'était un dialogue sur deux espaces différents et une vision aussi très artisanale par rapport à la lumière, par rapport au son et par rapport aussi à l'écriture du mouvement où c'était vraiment une question du faire avec et d'être dans l'urgence de sortir quelque chose avec ce que tu as. Et que pour l'instant, bah, pour moi maintenant, c'est devenu presque un jeu. Comment, comment sortir une œuvre aussi avec toutes les difficultés qu'il y a liées à l'industrie culturelle, à la création, à la production, à tourner un travail ou quoi que ce soit. La deuxième sur laquelle je suis aujourd'hui, c'est vraiment, quand j'appelle, c'est un point c'est un rond-point très important. C'est un dialogue entre moi, l'écriture de Amin Malouf sur un texte un texte génial qui s'appelle Les identités meurtrières et, un écrivain philosophe français de Marseille qui est un grand ami, qui est Mathias Yushchenko, sur laquelle je questionne, étant un immigré venant d'une société musulmane, arabe et africaine, avec toute cette multitude d'appartenances, et vivant dans un pays qui est l'Italie, où j'ai vécu toute une période de gloire de la droite, de l'extrême droite italienne, où il y avait tout un travail de diabolisation de nos cultures et de facilité avec laquelle on travaille, on parlait de nous en tant en tant que personne appartenante, comme on appelle ici, en tant qu'extra-communautaire. Je trouvais ça très... je trouvais ça un terrain fertile de questionnement sur tout ce qui est lié à la normalité. Donc pourquoi je ne suis pas normal? Pourquoi tu es normal? Et là, le tu, c'est un tu européen, c'est un tu occidental, c'est un tu
soi-disant premier monde, pourquoi je dois accepter cette identité très très totalitaire et très facile et très j'irais même à dire très stupide, très partielle, très superficielle sur un Africain qui migre, c'est un Africain qui a faim, qui vient justement pour manger, un Arabe, c'est écrit ici, musulman, et automatiquement c'est terroriste. Donc les médias européens et occidentaux, ils ont fait tout un travail méthodique et méthodologique pour nous représenter sans nous demander aucun avis de cette manière. Et ce n'est même plus une question d'une personne, d'une tendance sociale raciste, mais c'est plutôt un travail médiatique bien ficelé, bien désigné, bien qu'on n'entend plus parler de l'art islamique, on n'entend plus parler des cultures arabes, on n'entend plus parler de la poésie, on parle seulement on parle seulement du crime de guerre, de bombes, de ça et de ça et de ça. Donc moi, je me suis senti responsable de réagir face à ça. Et de réagir face à ça parce que de tendance, dès qu'on commence à savoir que tu appartiens à ces cultures-là, donc tu deviens un citoyen de second degré. Et c'est quelque chose que j'ai vécu, à laquelle j'ai été très attentif jusqu'au point où je me suis dit, si je ne fais pas un travail qui réagit face à ça, je ne sais même pas pourquoi je vis ici. Je ne sais même pas pourquoi je fais ce travail d'artiste si je ne réagis pas face à ces questions-là. Et la chose qui m'a poussé à questionner d'abord l'identité de l'immigré. Et là, le livre de Malouf, il a été très très enrichissant par une analyse très très approfondie d'une manière assez en recul pour que je puisse voir là où j'aimerais bien en discuter. Donc de ça, je suis sur la finalisation d'un solo qui s'appelle Hortani. Et Hortani, c'est-à-dire le second libre. Ça a beaucoup de symbolisme. Le second libre, c'est juste pour parler du citoyen en second degré. Donc, parce que, entre parenthèses, ce titre, c'était Second Zone Citizen. The texture of your hair. Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white? Who taught you to hate the shape of your nose
and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. J'ai fait pas mal de vidéos, j'ai travaillé aussi avec pas mal d'autres artistes sur la création de, de musique et tout ça, mais les points forts de mon travail, c'est ces deux projets-là où j'ai vraiment, où c'est une parole assez personnelle et assez importante que ça soit entendu. Je suis pas tellement, mais un petit peu provocateur dans mes attentions. Et ça m'intéresse aussi tout ce qui se passe autour de moi. Et quand je dis autour de moi, mais autour de ma personne, donc je suis pas actuellement, par exemple, je travaille beaucoup sur tout ce qui est, pas qui m'agresse, mais tout ce ce que je reçois, ma personne reçoit. C'est vrai que quand actuellement il y a une situation de solitude choisie dans laquelle j'expérimente, je suis très attentif à, à tout le regard que la société où je vis porte sur moi. Et la société où je vis actuellement, c'est l'Italie. Je travaille avec une chorégraphe de Bologne qui s'appelle Francesca Penso. Et on travaille sur quelque chose qu'on appelle le Ritual Lab. C'est un laboratoire de rituels. C'est aussi poser la question sur le rituel en tant qu'une ancienne forme d'expression de liberté sociale qui a existé soit dans la société italienne, soit dans la société marocaine, et réexploiter ces composants pour recréer cet espace de liberté sociale et artistique dans lequel on peut créer un espace d'intégration, mais moins eurocentriste, pour construire ensemble quelque chose qui peut apporter à un lieu commun. Mais un lieu commun que personne n'est sujet d'études et personne n'est un rat de laboratoire, mais plutôt un échange de compétences, de pensées, de tout ça. Donc avec ça, on est en train d'élaborer soit au niveau performatif, soit aussi au niveau pédagogique. Donc il y a deux chemins qui sont parallèles, des fois même ils se retrouvent et qu'ils se font ensemble. Avec l'art contemporain, que ce soit en art visuel, vidéo, musique, ou danse, ou même théâtre, aussi au cinéma, ça parle plus de style, ça parle de chemin de recherche, de sensibilité, de point d'intérêt, et plutôt qu'est-ce que tu cherches par le biais de ton travail artistique. Moi qui m'intéresse beaucoup entre ces deux types d'écriture, que ce soit la musique ou la danse, c'est le corps en tant qu'être, pas en tant qu'un acquis, pas en tant qu'un objet, mais autant que quelque chose qu'on a en possession, mais en tant que quelque chose qu'on est, quelque chose qu'on vit. Si on enlève tout ça, je vois pas où on peut
qu'est-ce qui va rester? Il y en a ceux qui vont parler de l'âme, il y en a ceux qui vont parler de la mentalité, mais la mentalité aussi, elle est d'abord et à la base organique et biologique. Donc, le corps, c'est un être plutôt, pour moi, que ça soit un avoir. Et ce corps-là, sans rapport à, à toutes les composants sociales, culturelles, politiques et artistiques. J'ai beaucoup travaillé sur, par exemple, le rapport entre le corps et l'éducation religieuse. J'ai travaillé sur le rapport du corps et la société où il vit. J'ai travaillé aussi sur le rapport entre le corps et le sang. Et le sang, que ce soit brut ou travaillé, le sang en tant que fréquence, en tant que note, en tant que rythme, en tant que refléteur d'image et en tant que pulseur d'énergie. Donc ça m'intéresse. J'aime beaucoup l'obsession et le détail. Dans le travail que je fais, m'intrigue beaucoup, dans le sens là, l'obsession, la répétition, la frénésie, tout un parcours des choses, de loop et, et, et de trance. Mais la trance, pas dans son sens non plus artisanal ou folklorique, mais plutôt la trance en tant qu'un objet sur lequel il y a toute une analyse, il y a tout un déchiffrage et un déchiffrage rythmique, musical, corporel, physique, mais aussi significatif, social et politique. C'est très important parce que quand même, on arrive d'une société qui est le Maroc, qui est pleine, soit socialement parlant, soit spirituellement parlant, plein de lieux où la trance est un moteur. Aussi dans la musique moderne, je vais dire, il y a même un style électronique qui s'appelle the trance et que ça reprend aussi tout ce concept-là sur la spiritualité de la trance. J'aimerais bien parler d'une mauvaise habitude. Et je pense que il est temps que ça s'arrête parce que c'est vraiment, en parlant maintenant, je suis en train de vivre une colère très douce, une colère assez discrète par rapport à ça, où je refuse même d'appartenir à certains projets parce que ça va détruire l'âme de ce qu'on est en train de faire actuellement. Alors, la mauvaise habitude est chaque fois un pays ou un continent ou même le monde se trouve dans une situation de crise financière, la première chose qui prend un coup,
la première chose qu'on met à la marche, c'est l'art et la culture. Ça preuve quelque chose de très très important sur laquelle, à mon avis, on devrait plus passer, on ne devrait plus accepter. Ça s'appelle l'ignorance totale de nos politiciens sur l'importance que l'art et la culture a sur le développement de la société. Et que l'art, ce n'est plus, et aujourd'hui, ça ne devrait plus, avec tout ce qui se passe, les réseaux sociaux, Internet, YouTube, Facebook et tout ça, ce n'est plus un espace élitiste où seules les familles de bonne appartenance et qui ont l'argent, qui ont l'accès à ça. La pratique artistique aujourd'hui est plus démocratisée et ce qui fait qu'aujourd'hui il y en a plus d'artistes, ce qui fait qu'aujourd'hui les sociétés, les pays, les États doivent suivre ça et doivent continuer à supporter ça. Et non parce qu'il y a une crise économique que ça doit prendre un coup et ça doit mourir. C'est vraiment une très mauvaise habitude qu'aujourd'hui, il faut que ça sorte et que l'art et le domaine artistique aussi puissent être considérés comme un atout qui même économiquement, apporte certaines choses par rapport au pays. Surtout au Maroc, aujourd'hui, il faut que nos politiciens comprennent que le tourisme culturel, c'est un gagne-pain. Et c'est important. Et qu'il faut qu'ils sortent du folklore. On n'est plus dans le folklore. Les gens, quand vont au Maroc, quand ils vont visiter le Maroc, c'est aussi pour voir le Maroc moderne, le Maroc contemporain. Ils n'ont pas encore compris ça. Ils nous font croire qu'ils ont compris, mais ils n'ont pas encore compris ça, à mon avis. Vu comment j'ai vu la réaction du ministère de la Culture marocaine sur ce qui s'est passé lié au Covid et la lenteur de cette réaction vis-à-vis de l'urgence de vie que les artistes ont eue par rapport à ça, je dirais qu'ils n'ont rien compris. Moi, je pense qu'ils n'ont rien compris par rapport à l'exigence de vie et de mort que l'art a au Maroc aujourd'hui. On n'est plus dans terme attendre le soutien ou Pak Sahbi. On n'est plus dans ça. Vraiment, je pense que le ministère de la Culture doit être restructuré depuis le fond. Il y a toute une mythologie à enlever et à reconstruire par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, c'est le ministère qui tutelle l'art au Maroc, c'est le ministère de la Culture, mais malheureusement, ils questionnent pas ça. Il y a pas de, il y a pas de, il y a des tentatives, mais ça reste des tentatives très 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 naïves. Le Maroc d'aujourd'hui avec un ministère de la Culture comme pareil, dommage.
I